Stratégie pour l'avenir. Construire des remparts, constituer des réserves de céréales et, quand le temps sera venu, s'emparer du trône. Construire des remparts. Il faut établir un système à double défense composé d'un pare-feu financier intérieur et d'une digue anti-inondation contre la finance extérieure. On peut prévoir que les banquiers internationaux feront une percée au sein de la finance chinoise. Or, les Chinois n'ont pas de position de défense à tenir. Lorsque nous parlons de l'entrée de banques à capitaux étrangers, la plupart des gens ne se posent que la question de savoir qui, des banques nationales ou étrangères, récupérera la part du gâteau formée par l'épargne des ménages. Mais en réalité, le plus grand danger vient de ce que les banques à capitaux étrangers octroieront des crédits aux entreprises chinoises et aux particuliers, ce qui les impliquera directement dans le domaine de l'émission monétaire en Chine. À travers le système de réserve fractionnaire, les banques étrangères font avancer progressivement le processus de monétisation de la dette publique, des entreprises et des particuliers en Chine. Ces crédits de renminbi accordés par ces banques entreront dans le corps économique chinois sous forme de chèques, de billets de banque, de cartes de crédit, de prêts immobiliers, de facilités de trésorerie aux entreprises et autres instruments dérivés financiers. Au cours des dernières décennies, en Chine, les PME et les particuliers ont été traités sans égard par les banques nationales. Par conséquent, tous attendent le crédit avec une impatience fébrile. La soif de capitaux est comme le bois de chauffage, et les services des banques étrangères sont comme un feu ardent. Les deux parties devraient s'entendre parfaitement au premier contact, et un embrasement du crédit est facilement prévisible. Beaucoup de capitaux conduiront à la duplication de projets similaires, mais la situation dégradée des prix à la consommation qui se resserrent et l'inflation simultanée des actifs seront plus graves. Les premiers immergeront la Chine dans l'eau glacée, tandis que les seconds la mettront à griller sur le feu. Lorsque la capacité de production sera gravement excédentaire et que les bulles d'actifs enfleront fortement, les banquiers internationaux commenceront à tondre la laine des moutons. Le moment où ils gagnent le plus d'argent est toujours pendant l'effondrement d'une économie. Souvenons-nous des paroles de Thomas Jefferson qui exposait le caractère anticonstitutionnel de remettre l'émission de la monnaie entre les mains de banques privées et dénonçait tous les maux que cela infligerait au peuple. 200 ans plus tard, l'avertissement de Jefferson est toujours d'actualité. En Chine, il existe encore une différence cruciale entre les banques étrangères nouvellement arrivées et les banques chinoises. Même si les banques nationales ont parfois soutenu l'inflation des actifs pour réaliser des profits, elles n'ont cependant jamais tenté malicieusement de créer de la déflation pour faire un massacre avec les richesses des citoyens. La raison pour laquelle la Chine n'a jamais connu de crise économique majeure est due au fait que personne n'a jamais eu l'intention, ni même les moyens, de créer une crise en toute malveillance délibérée. Mais l'entrée complète des banquiers internationaux en Chine a produit un revirement radical de la situation. Le pare-feu financier intérieur chinois viserait à empêcher les banques étrangères qui créent l'inflation à pousser la bulle d'actifs chinois, puis à retirer soudainement leurs fonds pour conduire à la déflation, poussant un grand nombre d'entreprises et de personnes à la faillite, ce qui permettrait de racheter les actifs essentiels chinois à une fraction de leur prix normal. Les services de gestion financière doivent surveiller strictement l'ampleur des prêts octroyés par les banques étrangères et la direction qu'ils empruntent. Ils doivent mettre en place une procédure gouvernementale de macro-contrôle sur la proportion des réserves et leur composition et éviter que les banques étrangères ne conduisent à monétiser la dette intérieure. Il faut se prémunir contre les banques à capitaux étrangers, les fonds spéculatifs internationaux et les pirates de la finance qui sévissent de manière coordonnée. Tous les contrats financiers dérivés des entreprises chinoises doivent être signalés aux services de gestion financière. Il faut redoubler d'attention pour les contrats signés avec les banques à capitaux étrangers et se méfier des pirates financiers internationaux qui mènent des attaques, entre guillemets sans contact et à distance, fermez les guillemets, contre le système financier chinois. L'avertissement donné aux Japonais avec l'attaque du marché boursier et financier en 1990 n'est pas si lointain. La digue anti-inondation dirigée contre l'extérieur est principalement destinée à faire face à la crise de l'effondrement du système dollar. Avec la décantation de la dette américaine de 44 000 milliards de dollars, les énormes intérêts composés à l'origine d'une inondation de liquidités représentent une grande menace pour les pays qui en sont la cible, comme la Chine et l'Asie de l'Est. La Chine doit prendre des mesures urgentes pour se préparer à se sauver de l'inondation et assurer la sécurité des biens et des personnes.
La déflation rapide des actifs en dollars américains n'est pas une prédiction, mais un fait qui se déroule quotidiennement. Et la situation actuelle n'est qu'une légère voie d'eau en comparaison du déluge qui nous attend. Car une fois que le barrage cédera, les conséquences seront catastrophiques. Les énormes réserves de change de la Chine sont déjà en situation de très grand risque. À la prochaine grave crise financière internationale, l'œil du cyclone sera le système du dollar et la super bulle du marché des dérivés financiers, tandis que l'or et l'argent seront l'arche de Noé la plus sûre pour la richesse mondiale. L'augmentation substantielle des réserves d'or et d'argent de la Chine est devenue une nécessité des plus urgentes. Constituer des réserves de céréales. Les secteurs publics et privés développent simultanément de façon substantielle les réserves d'or et d'argent de la Chine. Les ressources en or et en argent doivent revêtir le statut d'atout stratégique, être étroitement protégées et entièrement nationalisées. À l'international, il faut faire l'acquisition de sociétés productrices d'or et d'argent en tant que ressources futures supplémentaires. La dernière direction que doit prendre la réforme du système monétaire chinois est de bâtir un double système monétaire, cadre dans lequel la Chine soutiendra autant l'or que le dollar, afin de réaliser un système de poids et mesures monétaires stable et d'achever la préparation stratégique en vue d'établir le yuan comme devise de réserve mondiale principale. S'emparer du trône. Il faut réfléchir de façon minutieuse aux difficultés et aux limites que rencontre la Chine. Les pays qui dominent le monde actuellement sont inégalés en matière d'innovation. Ils peuvent lancer de nouveaux produits et services que les autres pays ne peuvent pas remplacer. Ils peuvent donner naissance à des innovations scientifiques et technologiques. Ils peuvent conduire la civilisation mondiale vers de grandes ambitions et de nouveaux concepts. La Chine, qui n'en est encore qu'à la copie à grande échelle des techniques de production occidentales, a déjà fait des progrès substantiels à ce niveau, mais elle a encore beaucoup de retard à rattraper en ce qui concerne l'innovation scientifique et technologique. Sur le plan idéologique et culturel, la Chine manque de confiance en sa civilisation et tend à imiter le modèle occidental en tout point, sans distinguer le bon grain de l'ivraie, le rationnel de l'absurde, sans oser critiquer ou essayer les choses que l'Occident n'a pas faites, ni tenter d'établir de nouvelles règles mondiales. Ces freins et ces inhibitions ne seront pas surmontés en une nuit, alors la Chine ne peut qu'avancer lentement. Le yuan adossé à l'or ou la voie vers une devise de réserve mondiale. Un pays fort qui monte en puissance ne peut pas se contenter d'une technologie de pointe et d'une armée forte pour ses fondations. Ce n'est qu'en établissant un système monétaire et financier universellement crédible qu'il obtiendra une position invincible parmi les nations du monde et un prestige inébranlable lors d'aléas imprévisibles sur la scène internationale. Imaginez que les États-Unis d'aujourd'hui abandonnent le dollar comme pilier monétaire mondial. Même si les positions de Microsoft ou de l'avion de combat F-22 ne sont pas contestées, qu'en serait-il de leur situation et de leur droit de parole dans les affaires internationales ? Pourraient-ils exercer leur activité avec une aisance parfaite ? Leurs éléments de langage seraient-ils toujours aussi chargés de sens ? Resterait-il le phare vers lequel le monde entier a les yeux tournés ? La Chine, qui est une étoile montante, devra sans hésitation relever le défi de la création d'un système monétaire et financier mûr et crédible. L'argent est sans aucun doute le sang du corps social et économique de l'humanité. Ceux qui détiennent et fournissent le sang ont la main mise sur les opportunités et la puissance. La source de sang doit être produite dans un corps sain et entier, un modèle de développement intrinsèque. Mais un système financier qui attraperait le virus incurable du sida de la dette enchaînerait tout le monde aux transfusions sanguines qui finiraient par avoir raison de lui. La source de sang devra être du groupe O, le seul crédible car accepté universellement. Quelle sorte de système financier sera la source de sang de groupe O de la Chine de demain ? Ce système solide et complet devrait être fondé sur divers appuis. À l'heure actuelle, il ne s'appuie que sur les swaps de devises liés aux importantes importations chinoises, les yeux rivés sur le dollar pour acheter de façon excessive des obligations américaines. En tant qu'unique stratégie, cela risque de se révéler funeste. Les effets secondaires d'une économie d'exportation sont trop nombreux, sa nature même étant de s'appuyer sur l'augmentation de la dette américaine pour stimuler son économie. Les Américains supportent une dette insoutenable depuis longtemps et continuent à reporter dans le temps leur capacité à la rembourser. Cela accroîtra encore le déséquilibre des structures économiques d'exportation, la surproduction s'aggravera et les futurs processus de réajustement seront plus douloureux. Le résultat sera perdant pour toutes les parties.
La déconstruction spécifique du système monétaire et financier d'un pays au cycle vertueux et diversifié est une question immense et complexe. Ce livre se concentre essentiellement sur une seule idée, injecter des éléments d'or et d'argent dans des contextes diversifiés. L'or et l'argent possèdent déjà une crédibilité naturelle et une acceptation inégalée depuis des millénaires. Avec un système monétaire reposant sur l'or et l'argent, le chemin menant au statut de devise de réserve mondiale s'en trouvera raccourci. Laissons cette idée nous gagner et explorons les profondeurs de ces méandres. Si le gouvernement chinois et son peuple se proposaient d'acheter tous les ans pour 200 milliards d'or, en comptant l'once à 650 $, la Chine pourrait en acheter 9500 tonnes, ce qui équivaudrait à en acheter en un an plus que toutes les réserves d'or américaines, entre parenthèses 8136 tonnes. Au début de la bataille, les banquiers internationaux essaieront désespérément d'étouffer les cours de l'or au moyen d'instruments financiers dérivés. Les banques centrales occidentales, conjointement, braderont peut-être leurs réserves d'or et le cours du métal précieux chutera temporairement. Si le camp chinois analyse avec clairvoyance le jeu de l'adversaire, la baisse du cours de l'or sera une opportunité unique pour la Chine d'accroître ses réserves. Il faut savoir qu'en 6000 ans, seulement 140 000 tonnes d'or ont été extraites. Sur les comptes des réserves des banques centrales américaines et européennes, il n'y a au total que 21 000 tonnes d'or. En tenant compte des années 1990, lorsque les banques centrales européennes ont loué frénétiquement leur or, elles devaient posséder au total bien moins de 20 000 tonnes d'or. Au cours actuel de 650 $ l'once, entre parenthèses en 2008, cela fait 400 milliards de dollars. L'excédent commercial de la Chine est si élevé que digérer 400 milliards de dollars d'or serait l'affaire de 2 ou 3 ans. Les banques centrales de l'Europe et des États-Unis videront toutes leurs munitions dans un proche avenir. Si la Chine mange de l'or avec un tel appétit durant 5 années d'affilée, le cours international de l'or finira par percer l'armure des banquiers internationaux et le monde s'apercevra que le système monétaire fondé sur le dollar, lorsqu'il tombera en morceaux, reposait sur une devise en fait bien peu solide. Le problème n'est pas de savoir si la Chine peut ou non défaire le système du dollar, mais si elle le veut. Le cours de l'or est une question vitale pour le dollar. Si la Chine ne veut pas dire qu'elle va absorber pour 200 milliards de dollars d'or, il suffirait néanmoins qu'elle le fasse pour que le secrétaire au Trésor américain et le président de la Fed commencent à faire de l'hypertension. Le problème de Taïwan, au cœur des tensions entre la Chine et les États-Unis, se transformera en une simple question. Les Américains veulent-ils Taïwan ou veulent-ils conserver le dollar? La Chine ne peut pas vraiment, entre guillemets, périr financièrement avec les États-Unis. Il suffit que les États-Unis proposent des conditions raisonnables pour qu'en cas de nécessité, elle aide peut-être le dollar. Au moment même où la Chine augmente sa détention publique et privée d'or, elle peut commencer une réforme monétaire et mettre progressivement en place un système basé sur l'or et l'argent. La réalisation progressive d'un nouvel étalon or apportera une contribution importante à l'économie mondiale. La mise en œuvre du nouveau yuan chinois doit s'effectuer en plusieurs étapes. La première est l'émission de valeurs de premier ordre ou bons du trésor et d'obligations adossées à l'argent, puis il faut calculer le montant total des obligations et des intérêts avec l'or et l'argent. Par exemple, pour des bons du trésor à 5 ans, les intérêts peuvent être de 1 à 2%. Étant donné que l'or physique est utilisé pour calculer le principal et les intérêts, les gens achèteront avec enthousiasme ces produits financiers qui préservent réellement leur patrimoine. La différence entre le rendement des bons du trésor et des obligations adossées à l'argent sur le marché obligataire et celui des obligations ordinaires démontre la nécessité d'accepter les monnaies or et argent sur le marché. Ce paramètre important servira de cadre de référence à la prochaine phase d'expérimentation. Le travail de la seconde phase doit s'atteler à réajuster la structure des réserves du système bancaire. Peu importe que ce soit des banques à capitaux étrangers ou nationaux, leurs réserves devront comporter un ratio fixe d'or et d'argent, ce qui réduira mécaniquement la proportion de titres de créances dans les réserves. Plus la proportion d'or et d'argent dans les réserves augmentera, plus le coefficient amplificateur de crédit sera élevé, plus la proportion de titres de créances sera élevée, plus petite sera la capacité de crédit. La Banque centrale doit cesser d'actualiser les billets de banque, sauf ceux adossés à l'or et à l'argent. Une telle mesure renforcera l'importance de l'or et de l'argent dans le système monétaire, car sans or ni argent, la capacité d'accorder des crédits sera sévèrement limitée. En même temps, le système bancaire expulsera petit à petit les titres de créance de la masse monétaire. Les banques trouveront un intérêt dans l'échange d'or et d'argent avec les particuliers et le stockage de ces métaux précieux pour leurs comptes, formant ainsi un marché intérieur de la circulation d'or et d'argent physique.
Les industries chinoises à forte rentabilité, comme l'immobilier, les banques, le tabac, les télécommunications et le pétrole, devront inclure dans le paiement de leurs taxes d'exploitation un certain pourcentage d'or et d'argent, contribuant à stimuler la demande sur les marchés de ces deux métaux précieux. La troisième étape sera d'utiliser l'or et l'argent en garantie de l'émission du yuan or chinois et des billets de banque. Le yuan or chinois sera l'unité de compte des poids et mesures monétaires en Chine. La monnaie physique se présentera sous la forme suivante: des yuan or et des yuan argent pour les pièces de monnaie qui contiendront chacune une quantité d'or et d'argent pur. Des certificats or et des certificats argent libellés en yuan pour les billets de banque. Les yuan or chinois seront principalement utilisés pour le règlement du commerce de gros, les transferts entre banques ou les paiements importants effectués en espèces. Dans une certaine limite, les certificats or libellés en yuan pourront être convertis en or au ministère des Finances. Les yuan argent chinois pourront être utilisés en tant que fraction de la monnaie or et serviront principalement au règlement de faibles montants. Comme pour les certificats or, les certificats argent pourront être échangés dans une certaine limite auprès du ministère des Finances contre leur valeur en argent physique. Le taux de change entre le yuan or et le yuan argent sera ajusté par la Banque centrale. Le principe auquel beaucoup de gens croient, selon lequel la mauvaise monnaie remplace la bonne monnaie dans la masse monétaire, dépend d'une condition importante, à savoir l'intervention du gouvernement, lequel force la valeur de la bonne monnaie et de la mauvaise monnaie. Dans un marché naturel, la situation est exactement inverse. La bonne monnaie y chasse la mauvaise, car personne sur le marché n'accepterait de mauvaise monnaie. Lorsque la Chine fera circuler les yuan or et argent, la monnaie toujours endettée deviendra les renminbi ordinaires. Le gouvernement doit préciser que les taxes doivent être réglées avec des yuan or et argent, et le marché pourra choisir librement de fixer le cours des yuan or et argent ou celui des renminbi ordinaires. Le marché financier déterminera le taux de change entre les monnaies or et argent et ordinaires en fonction de l'offre et de la demande. Les gens se rendront compte que le pouvoir d'achat et de crédit de la monnaie ordinaire émise par les banques commerciales qui contenait à l'origine de la dette se dépréciera progressivement par rapport à la monnaie or et argent. Le taux de change entre les deux monnaies sur les marchés financiers sera un révélateur éclairant. Finalement, l'émission de la monnaie or et argent devra être contrôlée par le ministère des Finances et non par le système des banques commerciales. La raison en est très simple. La création de la richesse commence par l'humain et se termine par l'humain. Aucune personne privée ne peut usurper l'émission de la monnaie et encore moins la monopoliser. Bien que la forte dynamique des exportations chinoises diminue progressivement à cause d'un yuan de plus en plus fort, c'est un élément essentiel à la perte de poids du PIB. Lorsque l'émission monétaire chinoise adossée à l'or et à l'argent augmentera de plus en plus, cette monnaie deviendra le centre de l'attention de l'industrie financière mondiale. Étant donné que le yuan pourra être librement converti en or et en argent, il deviendra la devise mondiale la plus solide et la plus puissante, et, naturellement, la devise de réserve de premier choix de l'ère post-dollar. La richesse s'est toujours écoulée naturellement vers les endroits qui protègent la valeur et permettent son appréciation. Une vraie capacité de création de richesse associée à une monnaie stable fera de la Chine le point de convergence de la